C'est l'heure du sonneur. Et toujours très heureuse de retrouver mes deux chroniqueurs, Police Justice, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous ce matin. Alexandre Langlois, votre livre Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. Et Régis, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, pour commencer, un petit peu de politique. Tiens, on va revenir sur le discours de politique générale de François Bayrou. Notre nouveau Premier ministre a prononcé son discours mardi dernier à l'Assemblée. Évidemment, exercice d'équilibrisme pour éviter la censure, alors que seulement 16% des Français pensent que le gouvernement ne sera pas censuré avant la fin de l'année. Alors, il s'est exprimé sur plusieurs sujets, évidemment très attendus, notamment cette fameuse réforme des retraites, pour laquelle il a annoncé la mise en place d'un conclave de 3 mois, regroupant les partenaires sociaux, au terme duquel ils devront se mettre d'accord pour espérer d'échapper au texte d'Elisabeth Borne. Il y a eu aussi d'autres sujets, les gilets jaunes, la dette, l'immigration, l'agriculture. Il était question peut-être de restructurer l'Office départemental de la biodiversité. Et et j'ai trouvé ça intéressant, puisqu'on a déjà un peu parlé hier, on va revenir sur un des éléments que je trouve intéressant, la mise en place d'un scrutin à la proportionnelle pour les législatives. Bon, il n'en a pas précisé les contours ni les modalités, mais je vous propose quand même d'écouter ça. Mais je pense aussi qu'il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçus. C'est la seule règle qui permette à chacun d'être lui-même authentiquement, sans être prisonnier d'alliances insincères. Je propose que nous avancions sur la réforme du mode de scrutin législatif. Chacun exprimera alors sa position, mais il y a une option à prendre sur ce principe et une discussion à avoir sur ses modalités. Alors, il me semble, Alexandre Langlois, que vous étiez intéressé par la proportionnelle. Quel est votre avis sur cette prise de position de François Bayrou ? Effectivement, je suis très intéressé par ce sujet parce qu'on nous présente ça sous un emballage proportionnel, meilleure représentation, plus de démocratie, alors qu'en fait, ça maquille un retour en force des partis politiques. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec une proportionnelle? Derrière, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, les partis politiques se battent à chaque fois qu'il y a les élections législatives pour gagner le jackpot, parce que chaque voix donnée, 1,60 € au premier tour. Du coup, s'ils ont le monopole des gens qui ont le droit de se présenter, et ben, du coup, il n'y a plus de candidats indépendants. C'est parti d'un des rares départements où il y a des candidats encore indépendants qui se présentent tout seuls ou dans des mini-partis. Donc là, ce ne sera plus possible. Il faudra forcément faire une grosse alliance d'un gros bloc. Parce que ça marche par liste, je rappelle. Ça marche par liste, voilà. Donc quand François Bayrou dit il n'y aura plus d'alliance, etc., si, il y aura encore des bagouilles encore plus en amont, mais ce sera même plus au niveau de l'Assemblée nationale que les alliances vont jouer. Elles vont jouer en avant dans les cabinets des partis, qui veut dire toi je te mets là, toi je te mets pas là. C'est ce qu'on peut voir au régional, par exemple. Oui, ça marche encore un peu comme ça quand même pas en Voilà. proportionnel. Ouais, oui, d'accord, mais je veux dire, ça marche déjà pour l'investiture des partis. Là, on empirera encore la chose. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir plus de représentation des gens, il y aura juste quelque chose de pire. Voilà. L'autre chose sur la proportionnelle également, c'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui peuvent se présenter en disant j'ai été élu parce que dans ma circonscription, les gens ont voté pour moi. Donc, je suis élu personnellement. Donc, si à l'Assemblée nationale, je veux prendre une position contraire au dogme du parti, je peux parce que j'ai mes électeurs. Demain, ce sera dire ah non, tu n'as pas été élu personnellement, tu as été élu sur la liste du parti, donc tu dois forcément respecter le dogme du parti. Donc je comprends tout l'intérêt du pouvoir en place d'avoir des partis à manipuler plutôt que des individus un par un. Ça fait au lieu de 577 personnes à convaincre, quelques gros partis, on voit les négociations et les tractations qu'il y a qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général des Français. Parce que je rappelle que là, tout le monde est en train de se dire est-ce que le gouvernement va tenir? Je rappelle 80% des Français sont contre Emmanuel Macron. Donc si le gouvernement tient, c'est qu'il y a eu des arrangements partisans contre les Français qui vont se passer. Et donc ça, demain, ce sera institutionnalisé de façon très efficace en disant les partis vont décider. Donc, je veux dire, à partir de là, je suis complètement contre. C'est anti-démocratique et c'est même anti-représentatif. Parce qu'on est en train de vendre quelque chose pour juste un contrôle plus grand des partis politiques qui reprennent le contrôle sur la population, ce qui les énerve. Et les partis politiques sont tellement vérolés que le pouvoir exécutif pourra les manipuler à sa guise en échange de petits plats, de repas à 1 000 €, de postes de ministre, et j'en passe. Mais est-ce que c'est pas le Rassemblement national qui, à un moment donné, demandait justement d'avoir un scrutin à la proportionnelle ?
Bah, il y en a plein qui demandaient ça en espérant en revenir parce qu'effectivement, ça leur fera plus de députés. Donc, on est sur un calcul d'apothicaire. Mais aujourd'hui, Mmh. on voit bien que même si c'est pour la meilleure représentation, aujourd'hui, on voit bien que les Français sont divisés en 3 blocs. Les 3 blocs sont représentés à l'Assemblée nationale. Ce qui est quand même un assez coup de force incroyable pour la constitution de la Ve République qui, normalement, rendait cette situation impossible. Mais nos institutions sont tellement délitées, la population française tellement fractionnée, on a déjà cette situation de les gens sont représentés. Je ne suis pas sûr demain, peut-être le Rassemblement national garderait quelques députés en plus, mais ce serait même pas sûr. Donc, pareil pour LFI. Donc, il y aurait peut-être des gens qui gagneraient un tout petit peu de députés, donc ils gagneraient 1,60 € par voix, est-ce que tu veux, mais au final, ça ne ferait pas une meilleure représentation de la population. Au contraire, il faudrait atomiser tout ça pour un peu libérer les choses. Si on voulait vraiment avoir une représentation nationale plus conforme aux aspirations du peuple, plutôt que de voir des listings validés, tamponnés par des partis, on se dise, bon, bah, ce serait plutôt déjà les gens qui plébiscitent certains candidats. Peut-être dans ce sens-là, on pourrait faire quelque chose. Mais dans le système actuel, c'est catastrophique. Doublé d'une deuxième chose, la banque démocratique pour financer les campagnes politiques, Et qui oui. sera Oui, oui, réservée tout à aux fait. Mmh. partis politiques également. C'est-à-dire que les gros partis, donc est-ce que tous les partis pourront être financés ou pas, ou que les gros partis, sur quels critères? Est-ce que demain, Oui, parce le que RN et sur les le FI principe, pourront... en tout cas, c'est une bonne idée. Mais C'est la même encore chose. faut-il pouvoir ouvrir les portes à tous, oui. Si on creuse, en France, il y a des milliers de partis et de micro-partis qui Mmh. sont montés pour les financements et les montages financiers des campagnes politiques. Et la deuxième chose, les gens qui veulent se présenter sans parti politique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois de plus, on redonne la mainmise et on concentre les pouvoirs, c'est-à-dire qu'on décale le peu de pouvoir qui restait au peuple, on le redonne aux partis politiques qui décideront pour le peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats qu'on nous présente sont déjà décidés par le système. Demain, ce sera même plus le système où des gens, une liste gilet jaune, un indépendant, régionaliste quelque part, ce ne sera plus possible parce qu'on dira, bah, c'est que les partis qui décident, c'est les partis qui ont l'argent, qui pourront s'autofinancer sur nos finances publiques, c'est les partis qui vont pouvoir institutionnaliser, enfin, pouvoir présenter les candidats. Donc, en fait, on est sur un verrouillage complet du système, tout à fait antidémocratique et même anti-représentatif. Alors Régis, même, question déjà peut-être sur ce sujet un peu particulier de la réforme proposée ouverte du scrutin législatif. Et la dernière phrase d'Alexandre, c'est c'est un projet pour tout verrouiller. Il ne verrouille rien. Il ne verrouille rien. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, oui. Ah bon, pardon, non mais parce que moi, je vous avais perdu à l'image, c'est pas grave. Oui, non mais il ne verrouille plus rien. On a un Premier ministre qui d'un parti qui a fait 4% des voix. Tout ça part à la dérive. La démocratie représentative, qui est quelque chose qui a été mis en place dans le courant du 19e siècle, en parallèle de la prise du pouvoir par la bourgeoisie et la révolution industrielle, elle est totalement en crise. Donc, les gens qui sont au pouvoir, ils veulent une démocratie sans démos. Ils veulent donc une technocratie, ils pensent à des moyens mais pour essayer de conserver le pouvoir des dominants d'ailleurs. Mais le problème, et ils font l'opération de 2017, qui est un coup d'État, mais le problème, pourquoi est-ce qu'on nous ressort maintenant, comme par hasard, la proportionnelle? C'est pas le problème, la proportionnelle. Quand il y avait, Alexandre, il y avait des grands partis de masse. Que la démocratie, c'est dans la Constitution, hein, contribue à l'expression du suffrage universel, c'était quelque chose de normal. Et la proportionnelle était utile. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de partis de masse, ce sont des partis de notables, bricolés sur un coin de table. Pourquoi est-ce qu'on reparle de proportionnel maintenant? Qu'est-ce que ça aurait changé au scrutin du 7 juillet dernier? Le Rassemblement national aurait eu plus de députés. D'accord, et alors? En quoi ça changeait? Moi, je ne suis pas opposé par principe à l'uninominal à 2 tours, Mmh. parce que ça permet de transformer des fortes minorités en majorité qui peut gouverner. Ça donne de l'efficacité. Qu'est-ce qui s'est passé avec la catastrophe du 7 juillet? C'est que M. Mélenchon, M. Faure ont dit on va voter, on fait les castors, on va voter Macron. Eh Comme oui. ils ont fait en 2022, votons Macron, votons Macron. Donc le Rassemblement national qui avait 34% des voix au premier tour et qui aurait pu approcher de la majorité, il l'aurait peut-être pas eu, mais il aurait pu passer des accords de gouvernance ou des choses comme ça. On lui a barré l'accès au pouvoir pour se retrouver avec une Assemblée nationale dont on ne sait plus quoi faire. Tout le monde semble impatient qu'on récupère le pouvoir de dissolution. Cette catastrophe,
à laquelle on est confronté ne sera pas changée par les annonces de M. Bayrou, qui finance un coup à droite. Ben, quand on voit les débats, on va faire un conclave sur la réforme des retraites. Ah, bravo l'efficacité gouvernementale. J'ajoute qu'en ce qui concerne le mode de scrutin, le fait de donner à la forte minorité les moyens de gouverner, ça a été instauré dans les collectivités locales, régions, départements, communes. Vous n'avez pas besoin d'avoir la majorité, vous avez une prime. Ceux qui sont arrivés les premiers au deuxième tour, vous avez une prime qui vous permet de faire le boulot. Ça se passe plutôt pas mal. Non, ça, je pense que ce sont des discours qui n'embrayent absolument pas sur le réel. L'Europe et les grands pays de celle-ci sont dans des situations politiques catastrophiques. Je pense à la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne, elle a un mode de scrutin formidable. C'est uninominal à un tour. Donc, vous avez 21% des voix et hop, vous raflez tout parce que les autres ont que 20%. Et ça amène Keir Starmer, un ancien procureur, complice de la pédophilie et des gangs, des grooming, des gangs de violeurs. Quand je dis complice, on les a les preuves aujourd'hui, on sait ce qu'a été. Quand je dis complice, c'est pas complice tellement au sens du judiciaire, c'est qu'il a couvert tout ça. Eh bien, il est là, un belliciste comme tout, le chihuahua qui aboie aux quatre coins du monde en essayant de poursuivre les conflits. Non, c'est catastrophique. Donc, bon, voilà, je pense tout ça, ce sont finalement des pantalonnades. Qu'est-ce que François Bayrou a à faire à Matignon au poste de Premier ministre ? Cette vieille carne qui a été de tous les mauvais coups, qui a une capacité politique mais quasiment nulle. Enfin, moi je suis catastrophé. Et j'ai pas écouté son discours, faut pas déconner quand même, Clémence. Mais j'ai entendu après M. Rebsamen, une des pépites du Parti socialiste, dire « Ah oui, vous comprenez, il veut réconcilier tout le monde comme Mandela. » Non mais tais-toi, quoi. Comme Mandela. Tais-toi, non. Alors, juste sur le mode de scrutin aussi, alors, allez-y, parce que du coup, on parle de comment représenter les gens, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des expérimentations de mode, par exemple, de scrutin par valeur. On peut noter les candidats pour qu'en fait, si on veut dégager des majorités, les gens peuvent, par exemple, se dire « je préférais tel candidat en tête, mais si c'est pas celui-là, je note celui-là en deuxième position, etc. » Donc, il y a plein de modes d'expérience. Il y en a en train d'essayer juste de réinventer, de rien réinventer, de prendre les trucs qui n'ont pas marché. Il y a beaucoup de citoyens, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, mais d'autres par ailleurs aussi, qui ont exploré d'autres façons de vivre la démocratie et de justement d'avoir des scrutins avec des représentants qui nous représentent plus. Et aujourd'hui, tout ça, c'est balayé juste d'un revers de main. Et en plus, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'expérience avait été menée en 2007 et que si jamais on avait fait un scrutin où les gens votaient en classant les personnalités chacun sur leur bulletin de vote, donc une expérience sur 1200 personnes à peu près, ça aurait été François Bayrou qui aurait été élu. Donc, c'est assez rigolo qu'ils ne reprennent pas dans les cartons ça. Donc, c'est assez marrant. Mais ce qui est pour montrer que en fait, les gens se disent « oui, on ne va pas prendre celui-là, c'est celui-là mon préféré, mais en deuxième, je préfère ça. » Et finalement, on trouve quelqu'un qui émerge par le consensus. Il n'y aura pas de possibilité d'avoir d'expression tellement tranchée, ou alors s'il y a des gens qui sont élus sur des opinions très tranchées, c'est que là, ils savent qu'ils ont une adhésion très majoritaire derrière et qu'ils peuvent y aller. Donc voilà, donc c'est qu'on juste, on ne réinvente rien du tout, et c'est le moment de réinventer peut-être notre système. Alors, je voudrais ajouter une chose et exprimer un accord avec Alexandre, parce que quand il dit qu'il faudrait peut-être expérimenter, non pas expérimenter, mettre en place des systèmes où la participation des citoyens serait plus importante, ça voudrait dire, comme disait le camarade Lénine, des soviets partout. Donc, c'est un rapport à la politique qui n'est plus seulement un rapport de représentation. Je donne un bulletin, un petit bout c'est précieux, un petit bout de papier, je vote, 4% vote pour M. Bayrou et il se retrouve Premier ministre. Il faut être sérieux. Donc, mais qu'est-ce que je constate ? Le problème, son discours, mais comment allons-nous pouvoir garder le pouvoir ? Moi, de ce que j'ai vu des comptes rendus de son discours, que je n'ai bien sûr pas écouté, mais c'est qu'il valide le bilan de Macron, puis il fait quelques petites critiques, il fait du en même temps. C'est ça l'enjeu. C'est ça, c'est conserver à cette caste néolibérale, conserver le pouvoir. Et comment peut-on faire ? Et on a un magnifique exemple depuis 48 heures, depuis, disons, une semaine. C'est dès lors que le peuple prend la parole, les gens prennent la parole avec le pire et le meilleur sur les réseaux, immédiatement, tout le monde se dresse pour les censurer. Madame Tondelier vient dire interdisez,
tous, tant qu'ils sont, ils veulent interdire, parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Donc, Alexandre, en proposant des nouveaux modes de participation, des nouveaux modes d'implication dans la gestion publique, qui soient plus démocratiques, il faut savoir avec qui on va s'affronter. Avec tous ceux qui tiennent aujourd'hui, les oligarques qui ont les grands médias, hein, et tous ceux qui tiennent tout ça aujourd'hui, qui veulent impérativement qu'on empêche l'expression démocratique. Ils ne veulent pas de la démocratie. Elle est totalement en crise. Et j'ajoute, ils sont tentés par la solution autoritaire, comme d'habitude. Dès lors que leurs intérêts sont trop en cause, ils sont tentés et ils sont prêts à mettre en place la solution autoritaire. Alors, je voulais. Juste si on peut avancer un tout petit peu, je vais vous faire écouter Éric Coquerel qui tend la main aux socialistes. On parlait de pantalonnade, je voudrais qu'on aille jusqu'au bout, tant qu'à faire. Éric Coquerel, donc, puisque vous le savez, c'est la première motion de censure qui a été déposée contre ce jeune gouvernement. A priori, pas trop de risques, puisque le RN ne devrait pas le voter. Mais ça permet justement une clarification du positionnement du PS. Et je propose d'écouter Éric Coquerel qui fait appel au PS. En tout cas, ça fait une semaine que j'explique que le budget ne bougera pas, si ce n'est en pire. Bon, vous avez vu hier soir que j'ai entendu que les socialistes l'admettaient. Ça fait une semaine que nous disons qu'il n'y aura pas de suspension parce que M. Macron ne la veut pas. Évidemment pas d'abrogation. Bon, voilà, c'est ce qu'on a mis sur la table. C'était une analyse politique, ça nous donne raison. Donc maintenant, oui, j'espère que les socialistes vont rejoindre la motion, non pas de France Insoumise, parce que ça va être une motion défendue par France Insoumise, les écologistes et les communistes, avec un nombre de signataires proportionnel à la taille de chaque groupe. On accueillera très volontiers les socialistes en tant que signataires et on espère au moins qu'ils vont la voter parce que ça pourrait peut-être permettre de censurer ce gouvernement dès ce 16 janvier. Voilà, et puis surtout, ça permettra de savoir comment veut se positionner le Parti socialiste. Un retour pour chacun là-dessus, Alexandre Langlois ? C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde nos députés sont en train de se plaindre qu'il n'y a plus de parlementarisme en France, que le pouvoir a été décalé à l'exécutif. Là, c'est l'occasion. S'ils veulent reprendre la main, il faut sauter tous les gouvernements jusqu'à temps qu'ils aient la main pour refaire quelque chose. Donc, tous ceux qui voteront pas pour la motion de censure, qu'elle soit proposée par qui que ce soit, parce que je rappelle une chose, les gens peuvent voter une motion de censure. La priorité numéro 1, c'est de faire sauter Macron et ses gouvernements. La deuxième chose, ce sera de discuter sur le après Macron. Mais si on commence à dire qu'est-ce qu'on fait après Macron et qu'on n'a toujours pas fait la première étape, on discute dans le vent. Et donc, du coup, si on veut recentrer le pouvoir sur le Parlement peut le faire en censurant tous les gouvernements. Si aujourd'hui, il se couche, je veux dire que le pouvoir exécutif aura mainmise sur tout, il y aura des 49.3 et on n'aura rien changé. Donc, on ne peut pas être parlementaire et dire on veut avoir le pouvoir et on nous a volé le pouvoir, mais quand on a le moyen de faire pression pour reprendre ce pouvoir qui a été cannibalisé par l'exécutif, si on ne l'utilise pas, finalement, on est juste un guignol. Oui, alors vous, c'est ce que vous dites, mais en général, le discours ambiant, c'est quand même oui, mais c'est faire le jeu du désordre, du chaos, etc. Je vous rappelle. Le chaos, très bien, mais alors le chaos, pourquoi ? Parce que voilà, déjà, le chaos, il y a deux choses. Il y a toujours un curseur qu'il faut mettre entre le chaos complet et l'ordre complet. Parce que sinon, si on veut quelque chose de très bien réglé, c'est l'ordre, il n'y a plus rien qui bouge, on a un seul dirigeant qui parle et on est dans du fascisme pur et dur. Je rappelle que quand même, pendant le Covid, ils voulaient savoir à combien on mangeait la dinde à Noël dans les maisons. Ouais. Donc, je veux dire, à partir d'un tel niveau d'intrusion, je veux dire, là, il y aura de l'ordre. Dans telle maison, c'est temps, c'est l'État qui règle tout, il n'y a plus aucune liberté. Mais il faut savoir un curseur entre ordre et liberté. Et les deux sont, voilà, on peut vivre dans des cages si on veut, on sera très bien, on va tous en prison et on sera tous très protégés. Mais est-ce qu'on sera libre ? Non. Donc, c'est ce petit curseur qui est très important. Donc, le chaos, ensuite, est-ce qu'il y aurait plus de chaos par rapport à ce que fait Macron aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Mais du coup, voilà, donc c'est ce curseur de chantage au chaos, alors qu'en fait, on est en train d'un chantage. En fait, si on repart derrière, c'est que les gens ne veulent pas le chaos. Ouais. Les gens veulent reprendre leur liberté. Et on nous fait croire que pour avoir notre liberté, il faut passer par le chaos. Et c'est à nous de reconstruire un discours pour dire, attendez, on peut enlever cette petite case chaos qu'ils nous mettent et passer directement, reprendre nos libertés. Donc, je revois le discours de la Boétie, etc. Mais il y a des choses à faire. Régis. Non, mais le chaos, on y est. C'est pas le chaos, Macron, depuis qu'il a été élu. Ça a commencé par les Gilets jaunes, ça a eu tout ce à quoi on a assisté, sa victoire bizarre de 2022 suivie d'une défaite législative. Maintenant, il y a sa folie avec la dissolution, les conséquences de celle-ci, les magouilles de la gauche contre le Rassemblement national. Tout ça démontre bien qu'on est dans le chaos. On est dans un pays où l'éducation nationale s'effondre, le système de santé s'effondre. Des gens de 20 ans meurent abandonnés sur des brancards
aux urgences. Enfin, voyons, la mortalité périnatale augmente. Et ça, c'est pas Emmanuel Todd qui va me contredire, c'est un symptôme. Il y a une insécurité totale partout. Il y a des quartiers entiers qui sont abandonnés à la pègre. Il y a le narcotrafic qui explose. Et je vous avais passé un discours d'un procureur à Aix-en-Provence qui dit on ne maîtrise plus, c'est fini, on n'a plus les moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez de moyens matériels. Je ne parle même pas du laxisme, mais ils n'ont plus de moyens matériels pour rendre la justice. Enfin, donc, le chaos, on y est, vous ne voulez pas le chaos, mais c'est vous qui nous y mettez et qui nous y maintenez. Donc, non, mais c'est évident qu'il y a un coup de balai géant par rapport à tous ces gens. Et j'ajoute une chose. Sur le PS, peut-être, LFI qui fait appel au PS, non? Oui, non, mais LFI qui fait appel au PS, c'est la même. Si vous voulez, il a été ministre socialiste, notre ami Mélenchon. Alors, il a évolué, il a changé, tout ça, mais ça n'a. C'est ridicule au bout d'un moment. Vous avez vu ce à quoi vous êtes en train d'assister. Vous avez un Occident où partout les peuples commencent à dire. Alors, ça vous embête. Ça vous embête parce qu'ils sont populistes, des populistes de droite, conservateurs de droite. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ils sont conservateurs. Ils sont attachés à un certain nombre de choses, etc. Et ça vous fait peur parce que vous dominez la société. Vous êtes là avec vos soi-disant valeurs bidons, hein, et vous souhaitez garder cette hégémonie. Parce que les LFI, sur la petite bourgeoisie urbaine, il est hégémonique. Regardez comment Paris-Centre envoie, et je ne vais pas être trop méchant, je ne vais pas mettre d'épithète pour accompagner, envoie une Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale. Enfin, hein. Et donc, le Parti socialiste, c'est pareil. Il a des villes, il a un petit peu encore des permanents qui sont payés. Sur le monde de la culture, il a une hégémonie par rapport au trafic des subventions, etc., etc. Non, tout ça procède complètement, à mon avis, de cette décomposition en cours. Alors bon, je suis excessif, bien sûr. Oui, je pense. Seule la vérité est révolutionnaire. Hein, mais... Bon, allez, on change de sujet si vous le voulez bien. On va partir sur Gaza avec Israël et le Hamas qui ont accepté hier un accord pour un cessez-le-feu à Gaza, donc la libération d'otages, après quand même 15 mois d'une guerre qui a déjà fait des milliers de morts et plongé évidemment Gaza, ce territoire palestinien, dans le chaos total. Alors, ce sont des négociations indirectes qui piétinaient depuis de longs mois, mais clairement, on a pu voir un coup d'accélérateur mis par Donald Trump. D'ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'était entretenu avec le président Donald Trump et l'a remercié pour son aide à faire progresser la libération des otages. Petit aparté, c'est rigolo comme on voit dans la presse en ce moment, que Netanyahou avait appelé Trump et Biden pour les remercier de leur aide. Bon, on sait quand même qu'il y en a un qui a un peu plus aidé que l'autre à la négociation. Je reviens sur mon sujet. Donc, Israël retirera son armée progressivement de la bande de Gaza en conservant le contrôle d'une zone tampon de 800 mètres de profondeur à l'intérieur de l'exclave palestinienne. Et le Hamas libérera 33 otages dans une première étape, dont 3 dès le premier jour, puis 4 au bout d'une semaine, etc. Ce sont principalement des femmes, des enfants et des malades. Alors, un responsable israélien a prévenu que Israël ne quitterait pas Gaza tant que tous les otages ne seront pas rentrés, vivants ou morts, ou les morts. Et de l'autre côté, le principal négociateur du Hamas a rappelé que son mouvement ne pardonnera pas et n'oubliera pas les souffrances infligées au peuple palestinien. Voilà. Alors, peut-être une première réaction, Alexandre Langlois. Attendez, j'ai une petite scène de liesse à vous montrer sur le sujet d'ailleurs du côté gazaoui. On regarde ça. Voilà, bon, on a compris. Ils sont vraiment heureux de ce cessez-le-feu. Alexandre Langlois. Déjà, premier point, cessez-le-feu. Donc ça, c'est plutôt positif pour tout le monde. Des otages libérés, c'est aussi positif. Donc là, il y a une avancée humaine pour les gens qui sont victimes de cette guerre, qui sont là, qui vont pouvoir souffler. Après, et c'est la deuxième étape qui va être compliquée parce qu'il y a un cessez-le-feu déjà. Et deuxièmement, chacun est resté sur ses positions très martiales. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou et le Hamas de l'autre côté. Et d'ailleurs, on laisse comme interlocuteur le Hamas.
Ce qui pose question aussi sur la bande de Gaza. Le Hamas, c'est compliqué de négocier des fois avec des personnes pareilles. Donc, du coup, où est le peuple, une fois plus, gazaoui, et où est le peuple israélien? Donc, du coup, c'est comment la question, première étape, c'est très bien, il faut faire les choses par étapes, je le dis tout le temps. Donc, étape 1, cesser le feu, les gens peuvent souffler, les morts en moins, etc. Étape 2, comment on arrive à pérenniser une situation où il y a la paix et comment les gens finissent par se retendre la main pour de vrai et pas dire on fait un échange d'otages, on arrête de se tirer dessus pour se réarmer et recommencer demain. Donc, bon, bah, première étape de passer. Maintenant, la suite, j'espère que les populations israéliennes et palestiniennes pourront dépasser le clivage de leurs dirigeants pour essayer de vivre en paix, parce qu'effectivement, ce qu'on a pu vécu ces derniers temps ne peut que attiser des haines et manipuler l'opinion pour faire des bons petits soldats de main contre un ennemi à côté, alors que bah, du coup, si on se tendait la main. Donc, j'espère que les peuples pourront reprendre la main sur ce conflit de dirigeants. Oui, Régis. Mais je pense pas qu'on puisse dire que le peuple palestinien doit reprendre la main. Le peuple palestinien, il vient de payer un prix effroyable, effroyable, mais il vient de remporter une victoire. Qu'on le veuille ou non, je vais m'expliquer là-dessus. Euh, la première victoire, c'est Trump. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on a un gouvernement américain qui a soutenu bec et ongle, armé, organisé, financé les abominations qui se sont produites pendant 15 mois. Et là, Trump arrive, il a dit je veux que ça cesse avant mon intronisation. Ensuite, il a montré à Netanyahou ce qu'il en pensait en diffusant sur son propre compte, non pas Twitter, parce qu'il a un compte à lui, Oui, sur oui. un réseau à lui, une interview du professeur Jeffrey Sachs qui a traité, excusez ma chère Clémence, Netanyahou de fils de pute, tout simplement, et ça a été quasiment validé par les Trumpistes, à bravo. Donc je pense que, alors après ce que ça va donner derrière, je ne sais pas, mais en tout cas, je veux dire, Biden qui essaye de tirer la couverture à lui, puis j'ai entendu Anthony Blinken qui laissera une bien vilaine trace dans l'histoire, qui disent ah ben non, mais finalement c'est pas un si bon accord, etc., etc. Bon, donc je pense qu'il y a ces deux caractéristiques. Il y a eu une volonté, à mon avis, de la part d'Israël, de ceux qui dirigent Israël. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le peuple israélien, mon cher Alexandre, il vote pour ces gens-là. Et toutes les études d'opinion ont montré que, à une exception, il y a une partie mais qui est faible, qui ne marche pas, autour du journal Haaretz, qui est magnifique, autour de tout un tas d'Israéliens et de Juifs dans la diaspora qui ont condamné ça, mais ils sont très minoritaires. Donc, ce qui s'est produit après l'attaque du 7 octobre, la violence de cette attaque, qui a finalement a provoqué une considérable angoisse en Israël, c'est-à-dire que d'abord, notre vulnérabilité, il y avait cette phrase qui disait c'était l'endroit où il ne devait pas y avoir dans le monde quelque chose de ce type, et c'est précisément là que c'est arrivé. Ben oui. C'est tout le problème, c'est tout le problème. Et cette violence a causé un traumatisme sur la vulnérabilité, mais également, et là je suis un peu pessimiste, et là également sur l'avenir même d'Israël, parce que ce que Israël a montré à cette occasion, la violence, les accusations de génocide, que je partage personnellement au plan juridique, ça s'entend, les crimes de guerre, les tortures de détenus arbitraires, dont les tortionnaires venaient revendiquer les abominations à la télévision, etc. Ce qu'Israël a révélé de sa situation actuelle est un petit peu tragique. Alors, simplement, moi, ce que je trouve formidable, quoi, humainement, c'est qu'enfin, quoi. Enfin, on va plus avoir tous les jours les vidéos de ces enfants, Oui. on va plus avoir toutes ces horreurs auxquelles on a été confrontés depuis 15 mois, et je pense que ces gens vont pouvoir commencer un petit peu à respirer. Puis j'ai vu qu'il y a des camions qui allaient arriver, d'aide humanitaire, etc., qu'il y a un projet de reconstruction, je ne sais pas ce que ça va donner, mais si les gens qui sont à la tête d'Israël aujourd'hui, il faut les entendre, les Ben Gvir et Smotrich, si ils continuent à conduire la politique de cet État, je pense que ce sera sans solution de paix. Je crois que ce sera sans solution de paix, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Israël.
Oui, oui, juste peut-être un petit mot, c'est quand même intéressant, en effet, vous l'avez souligné, le rôle qu'a pris Donald Trump dans ces négociations et le fait qu'il se soit, il y a d'autres éléments aussi, imposé à Benjamin Netanyahou et il lui a montré aussi qui était le chef dans cette négociation. Il y avait aussi une question de jour de rencontre, c'est lui qui a imposé son jour, Benjamin Netanyahou avait dit non et Donald Trump a dit si, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et finalement Benjamin Netanyahou a cédé. Ce qui prouve qu'il y a eu un changement de ton et de dialogue, de positionnement, on va dire, entre ici Israël et les Américains. Ça aussi, c'est intéressant quand même, Régis. Alors, c'est étonnant. Vous savez, il y a là, je reviens sur quelque chose d'un peu plus léger. Dans le film Le Cornio, il y a une séquence où on voit Louis de Funès qui regarde Bourvil à travers une fenêtre et qui a l'impression qu'il est en train de séduire une femme. Et il dit ah, il m'épate celui-là, mais il m'épate. Il y a une petite séquence qu'on trouve sur YouTube que j'aime beaucoup. Et donc, Trump, il m'épate quand même. Parce que des bêtises, il en a dit beaucoup. Des mensonges, il a été capable d'en dire. Hein, pas mal. Il a, je veux dire, bon, il m'épate par l'énergie qu'il a mis à cette reconquête et depuis la fermeté dont il fait preuve. Alors après, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Mais ceux qui ont fait la campagne chez nous, hein, de Kamala Harris, hein, tous les services publics, les journalistes, etc., qui continuent d'ailleurs à le bombarder, Donald Trump, eh ben, je vais leur donner un petit conseil. Allez voir les auditions des secrétaires d'État au Sénat. Hein, allez voir donc les candidats, puisque aux États-Unis, l'exécutif, il y a un gouvernement qui est proposé par le président de la République, Donald Trump, et chacun des candidats passe un grand oral au Sénat. Ce ne sont pas des partis faciles, hein, c'est clair, Ouais. mais il faut voir comment ils se battent. Les Walls, ouais, je ne sais plus comment, celui chargé de la défense. J'ai vu l'attorney générale, Bondi, elle s'appelle, qui est l'ancienne procureure de l'État de Floride. Ils sont costauds, ils sont très équipés. Ouais, ouais. Donc, avec une volonté affirmée, et je pense qu'on va. Alors, c'est pas sûr que je trouve tout ce que fera Trump formidable, loin de là. Mais il faut intégrer ça. On va vers une présidence très ferme qui va vouloir mettre en œuvre ce qu'il a décidé. Comme il l'a fait, il a dit « je veux qu'il y ait un cessez-le-feu avant ma prise de fonction », ben, il l'a fait. Alors, on va changer de sujet. Je ne sais pas si vous préférez la réforme de la police ou le détournement de fonds publics du ministre des Transports, tout nouveau. Allez, on va sur le... La réforme de la police, parce que on n'a pas beaucoup d'infos sur le détournement de fonds publics, d'informations de fonds, parce que personne chez nous n'est abonné à Mediapart. Je pense que Mediapart peut raconter. Et puis bon, je viens de beaucoup parler, donc il faut qu'Alexandre nous dise Oui, et là, ce à c'est quoi vrai que il faut qu'on s'attende. Parce qu'on a Exactement. l'expert, nous, au moins. Exactement. On a un expert sur le sujet. D'ailleurs, il y a plusieurs sujets police, donc on va tous les aborder. Alors, un an après la mise en place de la réforme, portée par Gérald Darmanin, votre chouchou, n'est-ce pas, Alexandre Langlois, et à ce moment-là, il était ministre de l'Intérieur, le procureur général de Versailles, Marc Sima Monti, a dressé un bilan défavorable. Il a dénoncé les objectifs inatteignables lors d'une audience de rentrée de la juridiction. Là, c'était le 14 février dernier. Il a notamment souligné devant le nouveau garde des Sceaux l'échec de la réforme qui a suscité de vives critiques parmi les policiers et les magistrats à remédier aux défauts d'attractivité et d'efficacité du secteur. Voilà. Et puis donc, en parallèle, on avait un rapport de la Cour des comptes qui mettait en lumière les incohérences de la répartition des zones de compétences entre la police nationale et la gendarmerie. Voilà de quoi faire pour cette réforme de la police en général. Alors Alexandre Langlois, je me tourne vers vous. Du coup, ce qui est intéressant, c'est comment va réagir Gérald Darmanin, qui a mis une réforme d'un côté qui ne marche pas vis-à-vis de la justice, et maintenant qu'il est garde des Sceaux, est-ce qu'il va critiquer son action en tant que ministre de l'Intérieur? Donc ça va être assez intéressant. C'est ça qu'on joue aux chaises musicales au gouvernement. On peut se retrouver dans des situations à critiquer ce qu'on faisait avant. L'autre chose, sur le fond, aussi, ce qu'avait dit également, et ce qui est très révélateur, le procureur général de Versailles, je le cite, « Et les affaires économiques et financières sont délaissées ». Donc, ce qui veut dire que la réforme aussi permet de
certains amis de la Macronie sont tranquilles. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'aura pas tout de suite des infos sur les magouilles de notre ami du ministre des Transports. Parce que tout ce qui est financier, du coup, pas les moyens de les traiter. Donc, comment ça se passe? Cette réforme de la police judiciaire voulue par Gérald Darmanin, et qu'en fait, la suite logique de la réforme qu'ils avaient déjà faite pour le renseignement, notamment les RG, qui était devenu renseignement territorial. Avant, il y avait des réunions préfectorales dans chaque département où chaque directeur de service, donc il y avait un directeur de la sécurité publique, celui qui s'occupe des commissariats et des appels 17, il y avait le directeur de la police judiciaire, le directeur du DRG et le directeur de la DST, maintenant DGSI. Ils arrivaient, c'était tous à part égale, quel que soit leur nombre d'effectifs. Et chacun donnait des éléments par rapport à sa mission. La mission de la sécurité publique, c'était la tranquillité publique, donc il fallait que les chiffres de la délinquance soient toujours les plus faibles, etc. Le chiffre de la judiciaire, c'était de dire, voilà, quelles sont les affaires en cours, quelles choses, voilà. Le renseignement, c'était de dire, voilà, comment l'État, le climat et comment ça se passe. Et DCRI, DGSI, c'était sur le secret, etc., sur d'autres sujets qui étaient des fois pas en concurrence avec les autres. D'ailleurs, c'est les seuls qui ont encore un directeur indépendant. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le monde est sous tutelle de la sécurité publique, sauf le directeur de la DGSI départementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que, pour l'avoir vécu, que quand les chiffres ne sont pas en accord dans d'autres endroits, par exemple, si jamais il y a trop d'affaires en PJ, du coup, il faut les diminuer. Avant, le directeur de la PJ pouvait arriver et dire, voilà, moi j'ai tout ça comme affaire en cours, j'ai besoin de ça, ça, ça. Maintenant, on lui dit, hop, 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 hop. Là, les chiffres de la délinquance doivent baisser. Qu'est-ce que tu viens me raconter qu'il y a des histoires de délinquance en bande organisée, des choses comme ça? C'est pas possible. Même chose pour le renseignement. Et donc, on fait quoi de ces dossiers? Les dossiers, soit, comme le dit le procureur, il y en a certains qui sont plus traités. On leur dit les priorités, c'est ça, les priorités, on va appeler ça, etc. Et deuxième chose aussi, c'est qu'avant, c'est que le directeur de la PJ et tous les policiers en police judiciaire sont sous tutelle des magistrats. Ils sont OPJ, officiers de police judiciaire, ou APJ, adjoint, agent de police judiciaire. Et donc, ce qui veut dire que tout ce qui relève des enquêtes dépend de la magistrature. Ils sont les directeurs d'enquête à côté, la magistrature, le procureur ou le juge d'instruction leur donne les consignes. Bien. Et du coup, en général, y compris le directeur de la PJ, s'entend très bien avec les magistrats pour des raisons d'efficacité de service. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En ayant remis tout le monde sous la tutelle de la sécurité publique, la sécurité publique n'a pas son mot à dire sur la direction des enquêtes, qui sont toujours sous tutelle des magistrats. Par contre, c'est lui qui a son mot à dire sur l'avancement de carrière de tous les fonctionnaires de la PJ. Avant, il pouvait être protégé par un filtre. Le directeur de la PJ qui dit, moi, mes effectifs font leur boulot, je suis en lien avec le procureur, avec les juges d'instruction. Donc, OK, si tu veux mettre des bâtons dans les roues, ce qui est possible, c'est arrivé à certains collègues qui étaient en PJ qui se sont pris des sanctions administratives parce qu'ils déplaisaient au ministre ou à des choses comme ça dans leurs enquêtes. Mais il y avait, entre guillemets, un premier garde-fou avec les directeurs de la PJ. Maintenant, c'est fini. C'est le directeur départemental de la sécurité publique qui va dire, ça, je ne veux pas. Même chose, le directeur de la sécurité publique, son objectif, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que les chiffres de la délinquance soient les plus faibles possibles, donc qu'il y ait moins de dossiers à traiter, etc. Je l'avais vu, par exemple, sur un moment, quand le renseignement territorial avait été rattaché à la sécurité publique. Du coup, ce qui s'est passé, dans certaines zones, les rapports des renseignements disaient, voilà tous les problèmes qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? La sécurité publique dit, nous, tout va bien, on a trafiqué les chiffres, on a maquillé les chiffres pour que tout aille bien. Qu'est-ce que c'est que ce rapport du renseignement? À directeur égal, chacun pouvait parler au préfet. Le préfet prenait sa décision. Maintenant, ça se gère en amont et il n'y a que la voix du directeur de la sécurité publique qui est prépondérante. Ce qui veut dire qu'il va présenter des chiffres qui sont bien pour sa carrière. Donc, on est sur quelque chose de contre-productif pour la population. Oui. Et donc, du coup, derrière, il s'étonne. Mais très productif pour la carrière de ces directeurs. De ces directeurs et sur la propagande du gouvernement. Et derrière, il s'étonne que la police judiciaire ne recrute plus. Parce que la police judiciaire, aujourd'hui, avant la police judiciaire, il y avait un prestige. Les gens avaient des enquêtes les plus grosses, les plus lourdes, les plus difficiles. Et on leur disait, voilà, venez ici, vous allez faire des heures de malade. Effectivement, ils accumulaient les heures sup parce que du coup, il fallait respecter les délais de garde à vue, tous les critères et les délais pour préserver les preuves. Mais derrière, il y avait une satisfaction du service public rendu, un service intellectuel qui était génial, parce que derrière, il fallait se creuser les ménages, etc. Aujourd'hui, on leur dit, vous allez être des bons petits soldats et vous allez produire ce qu'on attend de vous. Les grosses enquêtes, c'est compliqué. Et l'autre chose également, c'est que le budget également est géré par la sécurité publique. Ce qui veut dire que la sécurité publique est souvent tentée de piller les budgets des services comme le renseignement ou le judiciaire pour colmater les brèches des autres services. Attention, ce qui est le problème, ce n'est pas le problème qui pique l'argent, ça c'est un problème, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens pour entretenir tous les services de police correctement. C'est ça le vrai problème. Mais du coup, ils piquent l'argent, ce qui veut dire que derrière, les enquêtes ne peuvent moins bien se faire. C'est ce qui est arrivé au renseignement. Le renseignement, quand il a été intégré à la sécurité publique, on leur a dit, vous aurez un budget constant. Les directeurs, ils ont dit, mais vous rigolez, les mecs, ils sont une centaine sur mon département, ils bouffent un budget de tant de fonctionnaires dans la sécurité publique. Moi, je vais prendre leur budget, je vais l'affecter ailleurs.
Même chose pour la PJ, qui nécessite des moyens d'enquête et de surveillance qui peuvent, sur les enquêtes qui sont lourds et chers. Rapporté au nombre de fonctionnaires, c'est des services qui coûtent très cher, mais qui ont des résultats derrière. Donc demain, ça, on nous dit, bah ouais, mais moi j'ai préféré réparer la fuite du commissariat, plutôt que de se battre, de se dire, ah, je vais demander un budget supplémentaire parce que c'est inadmissible que les commissariats soient insalubres. On va déshabiller l'un sur quelque chose comme ça. L'apparence sera sauvée du commissariat, mais les enquêtes ne seront pas rendues. Donc on est sur tout ce système complètement bloqué, engorgé, où finalement c'est la tutelle, je veux dire, au service de la propagande d'État, de la police nationale, avec des sécurités, des fonctionnaires, enfin des directeurs qui sont Et, à la mainmise du pouvoir. et Avec Alexandre, cette ouais, oui, vas-y. juste conclure pour cette image, c'est cette petite phrase de Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, mais qui finalement prend encore de plus en plus d'ampleur. À l'époque, il avait dit: je donne des primes faramineuses aux commissaires, qui sont un peu moins de 2000 en France, parce que ça me coûte moins cher de leur donner des primes extravagantes pour qu'ils exécutent mes ordres. Et ben, du coup, on a encore rationalisé ça en Macronie. On va juste mettre quelques super directeurs qui auront des super primes, et ça va encore coûter moins cher aux contribuables, ces gens-là, enfin, aux contribuables et à l'État, pour fabriquer sa propagande, parce que derrière, ça va coûter cher en sécurité et en propagation, enfin, en résolution des enquêtes. Ouais, on a bien compris en tout cas le système général et pourquoi évidemment on peut critiquer cette réforme. Alors, une petite question que je vous rajoute, Alexandre Langlois, très rapidement, et ensuite je voudrais avoir le bilan de Régis. Mais puisque vous avez vous-même, enfin le syndicat Vigie, et vous l'avez repris, à tweeter, à communiquer sur le fait que plusieurs policiers affectés au renseignement territorial ont perdu leur habilitation secret défense. C'est une information qui date du 12 janvier dernier. Et donc la hiérarchie aurait saisi sans cadre légal aussi des armes et munitions personnelles d'un agent qui pratique le tir sportif à son domicile. Donc on peut craindre une chasse aux sorcières dans la police ou au moins dans le renseignement. Est-ce que c'est dans le cadre de cette réforme-là justement que ça s'inscrit ? Alors, ça va beaucoup plus loin. Ça, c'est une chasse aux sorcières dans la police à tous les gens qui ne pensent pas comme la volonté du pouvoir en place, ou en tous les cas, qui osent le dire tout fort. Donc, ce qui est arrivé au syndicat Vigie, moi, je l'avais déjà subi, mais là, ça continue et ils vont chercher tous les gens qui sont dans des postes qui pourraient avoir des informations sensibles en disant on n'a pas confiance en vous parce que vous ne partagez pas l'avis du pouvoir. Cela est possible pour une raison très simple. Depuis Emmanuel Macron, les gens peuvent être fichés et surveillés pour leurs opinions politiques, religieuses et syndicales. Donc, enfin, c'est très facile. Et après, quand il y a une enquête d'habilitation, il suffit de dire ah, bah, du coup, secret défense, on ne peut pas vous dire pourquoi on vous a déshabilité. Donc, en fait, les gens se retrouvent dans des placards, des fonctionnaires qui avaient des grandes carrières. Par exemple, celui qui a été désarmé avait 30 ans dans le renseignement, s'est retrouvé dans un placard, une perquisition chez lui, on lui a enlevé ses armes alors qu'il n'était pas du tout suicidaire. Derrière, il a été réarmé, bien sûr, par le médecin qui a dit bah, attendez, il n'y a pas, c'est un abus de pouvoir de la hiérarchie. Mais derrière, les gens n'ont pas envie de se battre. Donc, ils sont en train de vider les services, se faire une purge. Et il l'avait fait également aussi à un moment, c'est dire que ça suit les syndicats de vigie, mais par exemple, les gens qui étaient à la protection des services des personnalités, donc qui s'occupent éventuellement de l'entourage d'Emmanuel Macron, des ministres et de plusieurs personnalités, ils les avaient habilités secret défense. Pour une raison très simple, c'est que derrière, si jamais les gens ne conviennent pas, on peut leur sauter l'habilitation secret défense en disant ah, et on ne pourra pas vous dire pourquoi on vous a enlevé. Parce qu'en fait, cette habilitation secret défense qui normalement sert à protéger le secret et les intérêts de la France pour certains dossiers sensibles a été transformée sous la Macronie en une machine à purger les services sensibles et à dégager les gens des endroits où on ne veut pas. On a habilité des gens qui n'avaient pas une nécessité à être habilités secret défense et derrière, on les enlève. Est-ce que vous voulez dire que ce sont des fichage... critères qui doivent être gardés, qui ne sont pas transparents justement, l'habilitation? Ben non, c'est pas transparent. Ouais. L'habilitation, elle n'est pas transparente. Sur certains sujets, lutte contre le terrorisme, etc. Voilà, mais là, on nous dit, bah, sur certains sujets qui sont annexes où normalement il n'y avait pas d'habilitation, dans les services de renseignement RG, il y avait certaines missions qui n'étaient pas habilitées au secret défense. Les services de protection, il n'y avait pas de secret défense, il y avait du confidentiel pour certains trucs, évidemment. Et dans tous les cas, dans la police, il y a le devoir de réserve et il y a le secret professionnel qui sont de toute façon actifs pour tout le monde. Mais du coup, ici, on a inversé le truc en disant, bah voilà, plutôt que vous dire que vous avez fait une faute et démontrer pourquoi vous avez fait une faute, on va vous dire qu'on vous enlève votre habilitation, on ne vous dira pas pourquoi, mais on va vous dégager. Et ce qui permet à la Macronie de purger les gens, et ce que je dis couplé au fait que les gens sont fichés pour leurs opinions politiques, syndicales et religieuses. Ils s'en étaient servis au moment où il y avait eu l'attentat à la préfecture de police, où on a commémoré il y a quelque temps les morts, malheureusement. Ils avaient fait une chasse aux musulmans dans la police à l'époque en disant t'es musulman, donc on va te virer des services de renseignement. Là, ils font une chasse aux syndicalistes. Là, ils font une chasse. Donc, en fait, ils font des chasses à tous les gens qui les opposent en se servant des nouveaux fichiers de police. Donc, en fait, c'est une catastrophe et la police est en train d'être purgée pour avoir une police aux ordres de Macron et plus du tout au service des Français. Et donc là, on est contraire à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Oui, et c'est bien triste. Régis, votre bilan en conclusion, et ce sera le dernier mot sur cette bilan, je ne vais pas faire de bilan parce qu'il vient d'être fait brillamment par Alexandre. Je vais faire juste deux observations.
La première, c'est que quand on est ministre de l'Intérieur, on est premier flic de France. Tout le monde le sait. Bon, c'est comme ça, et ça marque le fait d'être passé place Beauvau. Là, on a le premier flic de France qui a été particulier en plus, donc caricatural, d'opportunisme, de répression, etc., qui devient garde des Sceaux. Ouais. C'est incroyable. Donc, la France a un premier flic de France garde des Sceaux. Moi, je suis totalement stupéfait par cette magouille. Ma deuxième observation, quand j'entends Alexandre, c'est que la gestion de quelque chose d'essentiel qui concerne la sécurité des citoyens, l'organisation du territoire, est devenue l'organisation, le fonctionnement ne poursuit plus cette mission de la sécurité des Français, mais poursuit une mission de protection des couches au pouvoir, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas protection des Français, protéger la camarilla qui est actuellement aux manettes. Et ça, c'est dramatique, parce que cette désorganisation, le fait d'être animé dans l'organisation, dans les recrutements, dans les hiérarchies, par des impératifs qui ne sont pas ceux de la bonne gestion, qui ne sont pas ceux de la poursuite des objectifs constitutionnels, eh bien, c'est une catastrophe. Et c'est, une fois que ça change, très difficile à reconstituer. Je vais prendre une comparaison qui n'a pas grand-chose à voir. Autre pays, autre compétence. Mais quand on voit ce qui s'est passé en Californie concernant la sécurité civile, mais c'est pareil dans tous les États-Unis, les conditions de l'organisation, du recrutement, des responsabilités étaient liées à l'orientation sexuelle, l'equity, l'inclusivité, etc. La compétence venait en second. Et là, ce que nous a décrit Alexandre, c'est que la compétence, l'engagement, la qualité sont tout à fait seconds par rapport à la fidélité à ce pouvoir. Donc, ça va mal marcher. Ouais. En cas de pépin, ça va mal marcher. C'est-à-dire que c'est au détriment. Et on le voit bien. Le résultat est là. On le voit bien. La police est débordée. Mais alors qu'elle a des effectifs, alors qu'il y a des moyens, alors que tout le monde le réclame, non, elle est débordée et elle fonctionne mal. Ça, je trouve ça grave, parce que dans ce domaine, c'est évident, mais dans les grands services publics, ça, c'est un service public administratif, un des plus importants de notre État. Eh bien, dans ces services publics, les impératifs d'organisation dans la poursuite des objectifs qu'attendent les Français ne sont plus réunis. Ouais, mais puisque l'efficacité n'est plus l'objectif, comme vous l'avez dit, la protection des Français n'est plus l'objectif, mais la protection des couches au pouvoir, oui, finalement, on peut dire que leurs objectifs sont atteints. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, merci infiniment, merci à vous tous sur Toxin. On est nombreux, mais on n'a même pas la moitié des likes. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Allez.